Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la vidéo traditionnelle, mon bilan annuel. Je vais ici dresser le classement général de tous les films de l'année 2022 que j'ai pu voir, les 145 films, en partant des films que j'ai le moins appréciés pour en arriver à ceux que j'ai le plus appréciés. Je rappelle comme chaque année que c'est subjectif, c'est personnel, donc je ne vous demande à aucun moment d'être d'accord avec moi. Pour autant, n'oubliez pas que je vais encenser comme déchiqueter certains films, ça ne veut pas dire pour autant que je m'en prends personnellement aux spectateurs qui ont apprécié ou non les différents films, pas du tout. N'hésitez pas par ailleurs à l'issue de la vidéo à me livrer vos films préférés et les films que vous avez le moins appréciés de l'année 2022 et également à mentionner des films de 2022 qui manqueraient ici à l'appel parce que ça voudrait dire tout simplement que je ne les ai pas vus. Je rappelle que je vais beaucoup au cinéma depuis 2019 et qu'en 2019 pour moi c'était une grande année de cinéma avec 4 chefs-d'œuvre. En 2020 aucun chef-d'œuvre mais quelques très bons films marquants. En 2021 j'avais vu un chef-d'œuvre évidemment, De son vivant. Et en 2022 pour moi c'était une très belle année de cinéma puisque j'ai également vu notamment un chef-d'œuvre et je reviendrai sur ce chef-d'œuvre mais évidemment plus tard dans la vidéo. Commençons donc ce classement avec les films qui sont à mes yeux ratés de cette année. C'est parti! Et comme je n'ai pas appris par cœur mon classement, je vais évidemment m'aider de mon pupitre et de mon stylo. Attention, c'est parti! En 145e position, le pire film de l'année 2022 est, selon moi, Sundown. Sundown, c'est un film devant lequel je ne me suis absolument jamais senti concerné par quoi que ce soit. C'est un film faiblard, c'est un film également qui n'est pas creusé pour un sou. Donc je n'ai pas grand chose à ajouter de plus sur ce cataclysme ambulant qu'est Sundown. En 144e position, Champagne. Voilà ce qu'il se passe quand une comédie française n'est pas inspirée pour un sou. La seule bonne idée du film étant son générique de début, c'est situer la performance. En 143e position, L'homme parfait. Heureusement que Philippe Duquesne vient pour quelques scènes essayer de sauver le film du naufrage, n'y parvenant malgré tout pas, quelques secondes présent dans un film ô combien interminable, ô combien répétitif, malheureusement on ne peut pas non plus faire des merveilles et des miracles. En 142e position, Novembre, le film de Cédric Jiménez dont j'avais pourtant apprécié le précédent métrage Bac Nord. Ici c'est une déception, c'est une douche froide, c'est surtout une exaspération de voir un film à la fois si misogyne, si raciste, vraiment un hommage, une apologie totale de l'extrême droite, ce qui ne me ravit pas dans la mesure en plus où non seulement, bon déjà idéologiquement parlant vous pouvez penser ce que vous voulez de ce courant politique, mais surtout, Pépère, t'as oublié de faire du cinéma, hein? Merci. En 141e position, Corsage. Corsage, c'est un film pourtant dans lequel nous retrouvons des acteurs et surtout des actrices qui sont très talentueuses. Malheureusement, le film est beaucoup trop long et surtout, il souffre d'un montage absolument catastrophique. En 140e position, Basse saison. Nous avons pourtant ici Emmanuel DeVos, mais je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que nous avons un film prodigieusement soporifique dont je vous décourage fortement le visionnage. En 139e position, Moonfall. J'aime pourtant le réalisateur Roland Emmerich d'ordinaire, j'avais beaucoup apprécié son film Le jour d'après. Ici, vraiment, c'est catastrophique et on a touché le fond parce que le gars s'est carrément auto-caricaturé. Nous avons ici un scénario complètement râlé pâquerette, des personnages et une écriture vraiment nulle. J'ai eu l'impression de voir dans l'idée Tenet, le film dans lequel en 2020, malheureusement, un réalisateur que j'aime pourtant beaucoup, à savoir Christopher Nolan, se lançait aussi dans une sorte d'auto-caricature fortement désagréable. En 138e position, Nightmare Alley. Guillermo del Toro nous propose ici un film trop long. J'ai regardé ma montre au cinéma alors que ça n'est jamais arrivé auparavant. Non, vraiment, c'est catastrophique. C'est également extrêmement prévisible, mais je n'ai pas placé ce film en dernière position de mon classement pour quelques idées visuelles ça et là, si l'on veut, pour quelques décors, et pour une idée concernant la secte et la religion qui peut peut-être être creusée par le spectateur, enfin bon. Malgré tout, je ne suis pas très convaincu. En 137e position, Avatar 2, La Voix de la Flotte. Alors, je vais rester très calme, mais déjà, 13 ans pour pondre un torchon pareil, c'est formidable. Ça a dû demander 5 minutes. Non mais plus sérieusement, c'est se moquer du monde. Comment peut-on proposer un film pareil? Je suis
vraiment horripilé par un métrage avec une écriture de personnage si lamentable, avec un scénario si pourri, il n'y a guère que quelques idées de mise en scène, quelques passages visuels au milieu du métrage qui me permettent de placer le film si haut, parce que sinon il serait bon dernier. C'est une catastrophe monumentale. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'à Avatar 5 du tout. Alors là, on verra ça. T'as intérêt à rehausser le niveau, hein, James Cameron, parce que franchement, tu me fais de la peine. Hein. Alors oui, tu peux gagner plein de pognon avec ton box-office, mais alors moi, artistiquement parlant, je t'ai perdu. Ce n'est pas du tout un blockbuster de référence. Si les blockbusters doivent ressembler à ce que je viens de voir là, eh bien je vous le dis, les blockbusters sont morts et enterrés définitivement. En 136e position, Frères et Sœurs, un film complètement à l'ouest, qui arrive vraiment à nous prendre pour des idiots en tant que spectateurs, puisque la magie du hors-champ ici est quand même assez lourde et grossière. Je ne sais pas ce qu'il y a à comprendre de ce film, mais alors si je pense quand même malgré tout l'avoir compris, ça me paraît extrêmement vain et très très mince pour un film diablement long, mon Dieu. En 135e position, Morbius. Morbius, c'est un peu le champion du monde de l'insuffisance scénaristique et des personnages qui sont vraiment pas passionnants à suivre. J'ai juste envie de sauver, pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez, une scène horrifique qui est plutôt bien réussie, qui se déroule lors d'une scène d'hôpital dans un couloir. Et comme nous venons de parler de Marvel, parlons de DC, forcément. En 134e position, Black Adam. Black Adam, ça va être très facile de résumer l'affaire, c'est le Batman et Robin de 2022, donc c'est fortement désagréable, même si on prend une sorte de plaisir jouissif à se moquer ouvertement du film à un moment donné, tellement on n'en peut plus. Et par ailleurs, c'est un film qui semble copier le style de Zack Snyder, ce qui nous donne un résultat absolument admirable, un fatras scénaristique et de la mise en scène complètement illisible. Bravo. En 133e position, Dans les yeux de Tammy Faye, un film beaucoup trop factuel, beaucoup trop froid pour moi, même si les acteurs, à savoir Andrew Garfield et Jessica Chastain, s'en sortent ma foi fort bien. En 132e position, Nos Frangins. Ce que je reproche quand même beaucoup à ce film, c'est que si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu le sujet avant de vous rendre en salle pour découvrir ce métrage, eh bien vous allez être complètement perdu parce que le film n'est pas spécialement très compréhensible. Je n'ai pas du tout apprécié pour moi ce déséquilibre, vraiment ce manque d'osmose et d'alchimie entre la partie film cinématographique et images et vidéos d'archives. J'ai l'impression d'avoir deux mondes parallèles, deux dimensions complètement différentes, c'est un peu particulier. Et par ailleurs, même s'il n'avait pas besoin de le démontrer, heureusement nous avons Reda Kateb qui est là et qui lors d'une scène nous rappelle évidemment qu'il a une intensité de jeu qui est absolument démente, donc merci à lui d'être là. En 131e position, King. Malgré la présence d'acteurs que j'apprécie comme Gérard Darmon ou Mathias dans la série 10%, le film est beaucoup trop téléphoné, beaucoup trop enfantin, sans que nous ayons pour autant toute la magie, tout le charme et les paillettes dans les yeux et les étincelles de l'enfance. Donc, ça m'est un peu passé au-dessus. En 130e position, Elvis. Elvis, dont j'ai beaucoup apprécié l'introduction, les 15 premières minutes du métrage, mais le film dure 3 heures longues, poussives, interminables. J'ai vraiment pas du tout apprécié Tom Hanks en grand méchant vilain, même si apparemment c'est censé être beaucoup plus subtil que cela, mais absolument pas en réalité. C'est-à-dire que là, il a voulu faire contrepoids par rapport à ses derniers rôles, où on peut certes peut-être lui reprocher d'avoir des rôles un peu mielleux, mais là pour autant j'ai pas trouvé ça très judicieux. Par ailleurs, la morale qu'il vient véhiculer à la fin, c'est-à-dire Elvis est mort non pas à cause de la drogue, mais à cause de vous, public. Oh là là, j'ai trouvé ça d'une lourdeur, oh là 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 là, lourd. En 129e position, Arthur Rimbaud. Malheureusement, c'est un peu le syndrome du 2 films en un, et ici, plus précisément, le syndrome du 2 films sur des sujets d'actualité en un, avec une liaison entre eux qui est extrêmement racoleuse, et ça m'a vraiment pas conquis, c'est dommage, il y avait vraiment du potentiel. En 128e position, Babysitter, un film qui est beaucoup trop psychédélique à mon goût, c'est-à-dire que si j'ai bien apprécié le film au démarrage, à un moment donné, moi j'ai un peu lâché l'affaire, je n'étais plus très passionné, mais au moins je l'aurais vu. En 127e position,
Fresh, un film glauque, mais le problème c'est qu'on s'en fiche un peu qu'il soit glauque, tant il y a un problème au niveau du ton, on ne sait pas trop sur quel pied danser, le film se veut assez drôle, mais à la fois assez ténébreux, assez horrifique, donc il y aurait de l'humour noir là-dedans, mais pour autant, même si les acteurs jouent bien, dont le soldat de l'hiver, Sébastien Stan, il y a un petit souci d'emblée avec le film, mais de ce fait, la sauce ne prend pas vraiment, et c'est dommage, parce que je pense que si la sauce avait pris d'emblée, eh bien le film aurait pu davantage me plaire, mais c'est ainsi. En 126e position, Hotel Transylvania 4. Si j'ai clairement préféré ce métrage au troisième opus, qui pour moi est vraiment très mauvais, j'ai envie de dire arrêtez la saga, elle se suffisait amplement à ces deux premiers opus qui étaient de très bons films. En 125e position, La Ruse. Si, il faut le dire, ça pourrait être passionnant historiquement parlant, le problème, c'est que le film s'engouffre dans des histoires personnelles des personnages dont, excusez-moi, en tout cas moi, je n'ai absolument rien à carrer, ce qui nous donne un film particulièrement long et qui ne se centre pas vraiment sur ce qu'il devrait à mes yeux. En 124e position, The Duke, réalisé par Roger Michell, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je lui rends ici hommage, puisque j'avais particulièrement apprécié son avant-dernier film, Blackbird. Son dernier film m'a beaucoup moins conquis. Le film est ronflant, mais se réveille tardivement sur sa fin, mais de manière totalement artificielle, donc c'est dommage. En 123e position, Big Bug. Je n'ai pas détesté sur toute la ligne le film de Jean-Pierre Jeunet. Cela dit, il est extrêmement inégal et je suis très inquiet concernant par moments la direction d'acteurs et d'actrices qui me semble particulièrement hasardeuse et incompétente. En 122e position, Les Animaux Fantastiques 3. Si le film est beaucoup plus regardable que le deuxième métrage, qui était vraiment indigeste, parfaitement dégoulinant d'informations et était complètement largué, ici, c'est déjà encore assez compliqué à comprendre, mais malgré tout, on va dire que ça se regarde et que ça se suit. Le visuel est plutôt agréable, mais encore une fois, de vrais problèmes d'écriture de personnages et de scénario. Donc on comprend un petit peu pourquoi la saga va s'arrêter à une trilogie et non à 5 films comme c'était initialement prévu. Pour moi, désormais, le dernier mauvais film de 2022, avant d'en arriver à des films à minima moyens. Et donc, en 121e position, En roue libre. Si la première moitié de film est pour moi très mal rythmée, la deuxième partie rehausse un petit peu le niveau, même si ce n'est pas non plus flamboyant. Marina Foy se joue vraiment très bien, Benjamin Voisin n'arrive pas du tout à composer dans la comédie, donc il est vraiment là pour desservir le métrage, ce qui est assez dommage. Désormais, les films à minima passables. Nous commençons avec, en 120e position, Le secret de la cité perdue. Si certains passages et certains traits d'humour sont particulièrement lourdingues, globalement, on va considérer que ce film est un peu mon plaisir coupable de l'année 2022. Je n'ai pas passé un moment profondément désagréable devant, j'ai rigolé par moments, mais le film aurait gagné à être plus comique, plus parodique. J'ai passé un bon moment, même s'il a clairement des défauts ce métrage. Désormais, je vais passer en revue des films corrects, certes, qui sont appréciables sur le moment, mais qui sont totalement oubliables après coup, avec du recul, et donc je vais les passer en revue parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ces métrages. Nous avons d'abord Rien à faire, alors que pourtant nous avons dans le rôle principal Adèle Exarchopoulos, excellente actrice. Nous avons aussi 3 fois rien, qui ne m'a pas vraiment conquis plus que cela avec du recul. Presque, par ailleurs aussi. Tic et tac, Les Rangers du risque, même constat. Coup de théâtre également, même si l'introduction est vraiment originale, le reste du film est beaucoup trop convenu. Nous avons aussi La Revanche des crevettes pailletées, film appréciable mais beaucoup trop anecdotique et que j'ai trouvé un peu facile. Nous avons aussi Stella est amoureuse, même si les actrices portent ce film, pas spécialement Benjamin Biolay, qu'on voit 3 secondes par ailleurs, il y a une ambiance appréciable, mais le film est beaucoup trop redondant et répétitif, c'est dommage. Et nous avons aussi le film Goliath, qui clairement aurait dû être un documentaire à part entière. Ça aurait été pour moi beaucoup plus approprié que nous proposer un film de cinéma. Je n'ai pas très bien compris la démarche. Nous embrayons désormais avec la 111e position. Attention, Everything, Everywhere, All at Once, un film qui m'a beaucoup plu
au départ, puisque la première partie du film est clairement une comédie et c'est assumé, c'est très drôle, mais ensuite le film, eh bien tu le sens complexé, oh là là, la comédie, qu'est-ce que c'est un genre qu'il faut dénigrer, donc on va rajouter artificiellement du drame, et on va faire un film qui doit forcément durer 2h30, comme ça c'est long, c'est interminable, on propose une conclusion totalement artificielle, totalement vide, mais c'est pas grave, on fonce là-dedans, parce qu'il faut qu'on crée un film qui est parfaitement apte à concourir pour les Oscars. On va créer un pur produit académique. Et ça fonctionne. Donc bravo les gars. Félicitations, vous avez sabordé votre film, mais vous avez atteint vos objectifs de statuette. On est content pour vous. Il faut arrêter avec ce truc, oh là là, mon dieu, oh la comédie, oh le sous-genre ultime du cinéma. Non, 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 c'était très bien de faire une comédie, je sais pas ce qu'il leur a pris là, ils sont devenus complètement fous. Et ensuite, on s'est dit, allez, on a des gags sympas qui sont très très drôles, c'est vrai, mais on va les répéter sans cesse. Comme ça, on va finir par lasser le spectateur. Eh ben, bravo, félicitations. En 110e position, Zombies 3. Le film est bien moins chorégraphié que d'habitude, que les deux films précédents. Le film reste acceptable si on est attaché au personnage que l'on connaît depuis les deux premiers films. Si franchement vous n'êtes pas très fan de la saga à la base, je vous conseille pas spécialement de voir ce film. En 109e position, Homme au bord de la crise de nerfs. Le film est vraiment correct, même si au vu de son casting on pouvait en attendre davantage. L'introduction m'a pas du tout convaincu, un problème de dynamisme, de montage. Par contre, j'aime bien la petite référence visuelle. L'actrice ici, qui est censée aider les hommes au bord de la crise de nerfs à aller mieux, eh bien cette dame, cette actrice, ressemble comme deux gouttes d'eau à Faustine, qui présente un programme télévisé sur des faits de société qui s'intitule « Ça commence aujourd'hui ». Donc j'ai bien aimé cette petite référence fort habile. Et volontaire, parce que vraiment le parallèle est évident. En 108e position, Licorice Pizza, le film phénomène que je ne classe qu'à cette position parce que je n'ai pas du tout compris, mais alors vraiment pas du tout compris l'engouement autour de ce métrage. Moi, ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce film, c'est ce que tout le monde a oublié, la scène amusante avec Bradley Cooper. Et je tiens aussi, petit aparté, à préciser que c'est bien de proposer des rôles principaux à des acteurs un peu moches. C'est pas contre eux, la beauté ou la mocheté ça ne se contrôle pas, mais ils sont pas très beaux, et on leur propose des rôles. Et ça me rappelle donc un débat que j'avais eu au lycée avec ma prof de français, qui martelait qu'un film que nous avions vu était raté, juste parce que les acteurs et les actrices n'étaient pas beaux. Et alors là, j'étais vraiment sorti de mes gonds, et je m'étais énervé. Mais visiblement, j'étais le seul à défendre cette thèse, et tout le monde était plus ou moins d'accord avec la prof. Sûrement, évidemment, pour lui donner une petite dose de pommade à la veille d'un DST, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, moi j'avais dit ce que j'avais à dire sur le sujet, zut alors. Allez, on continue. En 107e position, on va y revenir pendant un petit moment, Buzz l'éclair. Je suis très inquiet parce que Pixar n'arrive plus vraiment à me conquérir. Ça fait depuis 3 ans, désormais, et 2020 et en avant, que je n'ai plus apprécié véritablement un film Pixar. Depuis, nous avons eu Soul, qui m'a saoulé. Super jeu de mots. Vraiment catastrophique, sûrement le pire Pixar possible. Et nous en avons eu d'autres, une ribambelle de films moyens, acceptables, mais qui sont pas spécialement si marquants. Le film ici, c'est dommage parce qu'il a les moyens, il a le potentiel d'aller beaucoup plus loin thématiquement, mais tu sens que là, on en est à la phase film pour enfants, bébés. On n'en est pas du tout à la double grille de lecture qui te permet, même en tant qu'adulte, en tant que grand, de t'y retrouver. Et ça m'embête parce que vraiment, au-delà de vraies maladresses dans le film, comme une étiquette au départ qui saborde le métrage d'emblée, d'un humour qui franchement manque vraiment de piquant et de mordant, nous avons malgré tout du visuel qui est quand même foisonnant, qui est quand même agréable, nous avons des idées musicales par ailleurs, nous avons à un moment une petite émotion qui est véhiculée, mais malgré tout, non, ça ne prend pas parce que ce n'est pas assez mature, ce n'est pas assez méticuleux dans le travail Pixar, c'est trop approximatif. Peut-être qu'on en attend trop de Pixar, je pense qu'il y a surtout une baisse de qualité des films Pixar ces derniers temps et c'est dommage. En 106e position, Mort sur le Nil, je place ce film ici parce que je n'ai pas lu l'œuvre d'Agatha Christie, mais on m'a bien expliqué que tout ce que j'avais trouvé de raté dans le film, eh bien
bien ce sont tous les apports qu'apporte justement Kenneth Branagh, donc c'est un petit peu dommage. Donc en termes d'adaptation, visiblement c'est très mauvais, je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais j'ai bien apprécié des performances d'actrices, notamment Gal Gadot et Emma Mackey m'ont vraiment conquis, et heureusement qu'elles sont dans le film, parce que sinon le film en lui-même, au-delà de visuels appréciables et de beaux décors, ne m'a pas vraiment passionné plus que cela. En 105e position, Inexorable. Le problème, c'est que ça rappelle trop le film auquel il se réfère, qui est son modèle. Je ne peux pas préciser lequel c'est, parce que sinon ça serait spoilé. En 104e position, La Brigade, un film pétri de bonnes intentions, donc attachant, mais qui souffre de bien trop de maladresse en termes de mise en scène. Un film qui essaie de jouer un peu la satire télévisée, mais sorti un peu au même moment que les vedettes. Malheureusement, au jeu de la comparaison, il ne fait pas un pli. En 103e position, Les Amandiers, j'ai beaucoup apprécié Louis Garrel, Nadia, qui a d'ailleurs eu son César de meilleure actrice pour ce film, également Suzanne Lindon, même si elle a un petit rôle dans le film, la fille de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlin. Le reste, je n'en ai rien eu à secouer, vraiment. En 102e position, Alerte Rouge, on parlait justement de Pixar. Manque profond de personnalité, d'originalité, des moments un peu d'extravagance mais qui semblent complètement dénotés par rapport à l'esprit ordinaire de Pixar. Non, je l'ai pas détesté, hein, ça se regarde, mais non, c'est pas extraordinaire du tout. En 101e position, oula j'ai loupé le titre, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, c'est-à-dire 3 histoires qui nous sont racontées par Michel Oslo. J'ai bien apprécié 2 des 3 histoires, l'une des 3 m'a paru un peu plus anecdotique et pas forcément très judicieuse. Le problème c'est que le film manque quand même de finalité et mine de rien un petit peu d'harmonie entre les différentes histoires. On a un peu l'impression d'assister à 3 courts-métrages qui s'enchaînent, c'est un peu dommage à ce niveau-là. En 100e position, Irréductible, le premier film réalisé par Jérôme Commandeur. Il a, à mon sens, même si c'est un film agréable, un plafond de verre à percer, parce qu'à mon avis il est capable de faire bien mieux. En 99e position, Petite Fleur, un film vraiment amusant, rafraîchissant, avec Melville Poupeau qui est de la partie et qui s'amuse, qui nous régale. Malheureusement, le film se perd assez vite, il aurait très bien fonctionné en court ou moyen métrage, mais en long métrage, le résultat est quand même décevant à l'arrivée. En 98e position, Le Tourbillon de la vie, le film qui nous enseigne que la vie se joue sur bien des détails, nous le savons. Le film est brillamment interprété, le film a quelques problèmes dans sa démarche à mes yeux, quelques écueils, mais surtout le film est vraiment complètement déprécié par sa durée qui est considérablement trop longue, c'est dommage. En 97e position, Top Gun Maverick, un film très apprécié qui a beaucoup marché au box-office. Je ne peux aisément placer ce film plus haut et je fais déjà ici preuve de la plus grande des bienveillances à l'égard de ce film qui perpétue la volonté complètement maladive de Tom Cruise de se prétendre encore très jeune, j'ai encore 30 ans. Eh bien non, et tu ne les fais même pas physiquement. Donc, nous faire gober qu'à 60 ans, tu es encore capable d'être le meilleur aviateur de l'armée américaine en étant plus fort que la nouvelle génération, ça ne marche pas. Alors on accepte l'idée parce que le film n'est pas dans une volonté conservatrice et rétrograde, puisqu'en réalité, ici nous sommes dans la démarche que c'est Tom Cruise, le méga meilleur, qui est toujours plus fort que tout le monde, qui sera indétrônable. Et donc, ici, le film n'est pas investi d'un fond quelconque d'ailleurs, mais d'un fond politique, d'un fond idéologique. Par ailleurs, le film ne se mouille jamais. On n'est même pas fichu de savoir quelle est la véritable mission qu'il faut accomplir, tout du moins. Mais qui vont être les adversaires de l'armée américaine? Ça donne juste l'impression que comme c'est l'armée américaine, on peut aller dérouiller des personnes, des puissances étrangères, sans se préoccuper spécialement d'un quelconque motif. Par ailleurs, la mission en elle-même est beaucoup trop Star Warsienne. On a beaucoup trop de pompage de Star Wars 4, le premier film, La Guerre des Étoiles, c'est vraiment pas très inspiré à ce niveau-là. Mais heureusement, le film a quelques bonnes idées techniques, ça et là. Il a par ailleurs aussi 3 moments dans le film qui sont vraiment très drôles, hilarants, et dans la salle de cinéma, là, je me suis un petit peu réveillé, mais globalement, c'est un film très poussiéreux, et j'ai vraiment de la peine pour Tom Cruise, qui, pour avoir rattrapé il y a quelques jours le film Mission Impossible Fallout, est vraiment dans un délire complètement mégalo.
ça fait vraiment pitié. Terrible pour lui, quoi. C'est triste. En 96e position, une belle course. Le duo Lynn Renault et aussi Danny Boone au père. Danny Boone qui joue différemment que d'habitude, c'est plutôt intéressant. Le film, malheureusement, essaie de travailler des personnages qui sont un peu trop mielleux, on essaie un peu de forcer leur gentillesse et de ce fait, il y a des écueils en termes d'écriture et de narration, c'est dommage. En 95e position, Le Monde d'hier, un petit film politique qui est travaillé sérieusement mais de manière assez originale. Bon, ça reste pour autant un petit film, mais ça vaut le coup d'œil. En 94e position, Jumeaux mais pas trop, une comédie honnête qui mérite quand même tous les applaudissements pour un moment d'émotion, un moment précis du film qui est vraiment marquant. En combienième position? 93e position, 355, j'allais dire en 355e position. J'ai vu beaucoup de films cette année, mais peut-être pas à ce point-là. Ce film est clairement un James Bond version féminin. Ça ne vole pas beaucoup plus haut qu'un James Bond, et c'est aussi un film qui est une déception pour moi, puisqu'il s'agit d'un film réalisé par le réalisateur de X-Men Dark Phoenix, qui était l'un de mes films préférés de l'année 2019. En 92e position, j'adore ce que vous faites. Le duo Gérard Lanvin-Artus opère vraiment du feu de Dieu, les opposés se rencontrent, le film malheureusement reste dans une zone de confort et ne veut pas s'en extirper. De ce fait, nous avons ici affaire à un téléfilm de qualité, mais pas non plus à un très bon film. En 91e position, Clifford, un film vraiment plaisant. Dommage que les réminiscences du film un peu trop enfantin n'apparaissent ici, c'est-à-dire que l'adversité dans ce film n'est vraiment pas susceptible d'être prise au sérieux par les adultes ou les grands que nous sommes. En 90e position, Ducobu 4, Président. J'ai largement préféré ce film à Ducobu 1 et 2, réalisé par Philippe de Chauvron. Pour autant, j'avais largement préféré le film précédent, Ducobu 3, réalisé également par Elysée Moon, puisque celui-ci était beaucoup plus déluré, beaucoup plus amusant que celui-ci. En 89e position, Les Enfants des Autres. Il y a des scènes poignantes, des scènes marquantes dans ce film. Cependant, la démarche de plusieurs films assez différents qui convergent pour n'en faire plus qu'un m'a quand même globalement résisté. En 88e position, Les Jeunes Amants. Un film qui aurait pu être vraiment beaucoup plus réussi si Fanny Ardant ne s'était pas amusée à auto-caricaturer sa propre voix, ce qui malheureusement rend le duo avec Melville Poupeau un peu faux sur les bords, alors même que ce dernier est pourtant très investi dans le rôle. En 87e position, Jour de gloire, un film qui brille pour les qualités et qui souffre aussi des défauts de sa démarche. La démarche étant la suivante, je vous l'explique pour essayer peut-être de vous donner envie de voir ce métrage qui dure un peu plus d'1 heure. Ce film est un plan séquence qui a été donc tourné une seule fois, vous vous en doutez, et il s'agit tout simplement d'un film qui est sorti sur Arte et qui essaie de nous amener au bout d'1 heure au résultat présidentiel de l'année dernière en France, c'est-à-dire le résultat Macron contre Le Pen. En 86e position, Belfast. Le cinéma de Kenneth Branagh m'a toujours un peu résisté. Ce film a beaucoup été comparé à Jojo Rabbit. Je préfère amplement revoir Jojo Rabbit. Ce film-ci quand même m'a plu. Kenneth Branagh arrive souvent à insuffler un moment d'émotion dans le film. Cependant, son cinéma me résiste malgré tout. En 85e position, Joyeuse fin du monde. Si la première partie du film ne m'a vraiment pas conquis, la deuxième partie s'avère complètement vertigineuse et c'est vrai que nous avons là affaire à l'un des films de 2022 les plus inégaux mais qui montent en puissance, donc on est content. Je vais désormais passer en revue, comme je l'ai intitulé sur ma feuille, des petits films vraiment agréables, légers, attachants, divertissants. En 84e position, Ténor, avec, pour la première fois au cinéma, MB14, que j'avais beaucoup apprécié dans The Voice. Nous avons aussi La Traversée. Nous avons également Alors on danse, un feel-good movie réalisé par Michel Larocque. Je suis toujours bienveillant avec le cinéma de Michel Larocque, mais ici j'ai été vraiment conquis. Il y a également Jurassic World 3, Le Monde d'après,
mon Jurassic World préféré. Je ne suis pas très attaché à Jurassic Park, le premier du nom, donc ça a pu jouer dans mon avis sur ce film. Malheureusement, il est quand même un peu trop long, sinon il aurait pu figurer plus haut dans mon classement. Ensuite, nous avons Si l'on chantait. Puis, nous avons aussi Murder Party, avec Alice Paul, ces deux films d'ailleurs, qui ne reposent pas que sur cette actrice, deux films qui sont vraiment très très agréables. Et enfin, Les Mignons 2, j'étais un peu déçu par Les Mignons 2, c'est très très amusant, mais je trouve qu'il y a vraiment un manque d'effort au niveau du scénario, ça aurait pu être davantage travaillé. Ensuite, en 77e position, Maria Rêve. Nous avons un duo formidable. Nous avons ici Karine Viard, qui met un peu fin à la malédiction des mauvais films dans lesquels elle joue, et Grégory Gadebois, très bon acteur. Nous avons aussi la jeune actrice de Slalom, et nous avons aussi Philippe Huchon, que j'aime toujours voir dans des petits rôles, c'est toujours agréable. Il y a quelques petites idées de mise en scène, même si le film reste assez conventionnel sur cette idée de comédie romantique. En 76e position, Pinocchio, mais pas la version de Guillermo del Toro que je refuse de regarder dans l'absolu, j'ai été assez bassiné par son Nightmare Alley. Non, la version qui n'a pas été appréciée, qui est sortie sur Disney+, celle de Robert Zemeckis. Je trouve qu'il a réussi à apporter des éléments complètement nouveaux dans cette histoire, et donc en cela, eh bien, je salue le parti pris. Merci monsieur, c'est très 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 intéressant ce que vous avez fait. En 75e position, À l'ombre des filles. Si vous avez apprécié un film sorti en 2023 qui s'intitule Je verrai toujours vos visages, je vous incite quand même à regarder ce film. Certes, il est moins bon, cependant, il y a quelques filiations intéressantes. Le film, peut-être, souffre un peu du manque de sensation d'un film choral. Certes, on est très content d'avoir Alex Lutz dans le film, mais le film semble beaucoup trop dépendant de cet acteur certes brillant. En 74e position, Maigret. Maigret, c'est un film que j'ai vraiment aimé pour toute son iconographie, l'atmosphère, des visuels à foison. L'enquête en elle-même est quand même un peu plus faiblarde et c'est bien dommage. En 73e position, Le Visiteur du Futur, un film que j'ai donc rattrapé tardivement, un film qui, à l'image de Kaamelott premier volet, découle d'une série qu'il n'est pas indispensable d'avoir vue au préalable pour comprendre à peu près le métrage proposé donc au cinéma. J'ai largement préféré Kaamelott premier volet, ça c'est sûr, que j'avais mis dans mon top 3 des films de 2021, mais Le Visiteur du Futur part vraiment très fort, malheureusement il s'essouffle assez vite. En 72e position, À plein temps. Un film qui nous montre Laure Calamy dans une situation de difficulté quotidienne, réaliste bien sûr. Pour autant, j'ai trouvé le film assez long, pas toujours très bien rythmé, et un petit peu dépassé par cette spirale temporelle dont il traite, et qu'il essaie donc de critiquer. J'ai trouvé le film un petit peu inégal pour tout vous dire. En 71e position, La très très grande classe. Une petite comédie, certes, mais portée brillamment par ses actrices, c'est-à-dire que nous avons Audrey Fleurot et Mela Bédia qui sont vraiment excellentes. Mention spéciale à François Berléand qui nous régale. Merci Monsieur Berléand d'être venu. En 70e position, le film de 2022 qui vous donne envie de vous pendre, j'ai nommé Vortex. Vortex, c'est un film que j'ai bien apprécié sur cette idée de mise en scène totalement expérimentale. On se demande un petit peu ce qui se passe. On a des personnages qui ont des accents, enfin des acteurs et des actrices. Des fois on comprend rien, je veux pas être méchant, ni être désobligeant, mais j'ai pas toujours tout compris, donc c'est un peu embêtant. Alors on peut dire que ça va au-delà des mots par moments, certes, mais le film globalement à un moment donné m'a quand même endormi, je vous avoue, ce qui est pas très très bon signe. En 69e position, Armageddon Time. Armageddon Time, c'est un film réalisé par James Gray. Malheureusement, j'ai toujours des problèmes d'écriture avec James Gray, depuis que j'ai découvert d'ailleurs son film de 2019, Ad Astra. Ici, pour moi, ça plombe un peu le film, dans la mesure où j'ai quand même été très ému à deux moments précis du film, certes, donc il arrive à me toucher avec une justesse, ça c'est sûr. Pour autant, sur l'ensemble du film, encore une fois, je n'ai pas vraiment réussi à y retrouver mon compte, et particulièrement, j'ai envie de dire que c'est un film aussi que j'avais vraiment bien apprécié sur le moment, mais alors avec un tout petit peu de recul, ça m'est complètement sorti de la tête, c'est terrible. C'est un film particulièrement oubliable, alors que je ne pensais pas que j'aurais ce ressenti avec du recul, mais on ne contrôle pas son ressenti avec du recul sur un film, ça
c'est sûr. En 68e position, Le goût et les couleurs, un film qui m'a vraiment plu sur sa partie musicale, j'ai même retenu certains airs qui sont encore là au moment où je vous parle dans mon oreille, mais attention, le souci c'est que le film est beaucoup trop décousu, et même si nous avons des acteurs et des actrices absolument brillantissimes comme Rebecca Marder, forcément le film a des soucis de rythme, c'est vraiment dommage. En 67e position, Le Petit Piaf. J'ai vu ce film après ma séance Avatar 2, et quel fut mon plaisir de voir un petit film, certes, léger, familial, vivant, et c'est ça le vrai cinéma, ce ne sont pas des effets spéciaux qui vous sont balancés à la figure avec un scénario qui n'est pas réfléchi, c'est parfois tout simplement l'art de la simplicité, et c'est un film qui m'a fait plaisir, qui m'a fait du bien avec notre cher Marc Lavoine. En 66e position, Menteur. Menteur, c'est un film qui est vraiment très réussi pour certains gags. Malheureusement, j'ai envie de dire que le scénario et puis l'écriture auraient pu être retravaillés par moments, parce qu'il y a certains moments de gags qui pour moi ne sont pas assez limpides et ne coulent pas assez de sources. J'ai vu ce film à 3 reprises en 2022, et j'avoue que j'ai tardivement compris certains gags, et à partir du moment où vous mettez quelques mois à comprendre des gags, c'est que forcément vous n'êtes pas dans la manière instinctive de rigoler à un gag que vous venez d'entendre. Ça, c'est un peu logique. Donc c'est quand même un film que j'ai plutôt apprécié. En 65e position, Uncharted, un film d'aventure sympathique, mais vraiment décevant quand on sait que derrière la caméra, il s'agit du réalisateur que j'aime tant, Ruben Fleischer. En 64e position, Sonic 2. J'ai beaucoup moins apprécié ce film que le premier opus, certes, mais j'ai envie ici de rendre hommage à Jim Carrey, qui interprète ici à nouveau le docteur Robotnik, un super méchant dans un film de super-héros, c'est un petit peu l'idée, et c'est vrai que c'est assez jouissif, régalant de voir Jim Carrey, l'un de mes acteurs préférés, s'éclater à ce point-là. Il a été le rayon de soleil de cette séance de cinéma, qui restera donc mémorable, puisqu'il s'agit probablement du dernier rôle que campera au cinéma Jim Carrey, qui a annoncé sa retraite, alors même qu'il n'a que 60 ans. Merci monsieur, bravo monsieur, pour l'ensemble de vos talents, qu'ils soient comiques et dramatiques. Vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux monsieur, formidable, formidable, formidable. Ace Ventura en plus, c'est le bonbon quoi, c'est parfait, parfait. En 63e position, Jack Mimoun et les secrets d'Alejandro Valverde. Malgré un scénario qui pêche, nous avons de vrais bons moments de rigolade avec les acteurs, et nous avons aussi la possibilité de voyager avec des décors absolument somptueux. En 62e position, Lockdown. Lockdown, c'est un film qui est aussi tourmenté que la période dont il traite, à savoir la période de confinement. C'est un film qui nous propose une vraie réflexion. Si ça vous intéresse, franchement, je vous invite à le regarder, même si ça reste donc un film assez brouillon et volatile par moments. C'est imparfait, mais moi, je le dis, je pense amplement que ça mérite le détour. En 61e position, The Batman. The Batman, c'est pour moi le film de 2022 le plus inégal. C'est un film de grand cinéma, puisque la mise en scène est absolument admirable. Mis à part concernant la scène de l'autoroute, qui est vraiment un déchet visuel assez impossible à comprendre, je ne comprends pas qu'on ait laissé passer cela. C'est un film qui nous propose une véritable ambiance, c'est un film qui propose un vrai traitement intéressant de Batman, Batman le novice, également de Catwoman. Malheureusement, c'est aussi un film qui essaie de se la jouer un petit peu de Joker, chef-d'œuvre de 2019, et en cela, comme il y met un petit peu plus les gros sabots, par moments ça en devient un petit peu démago, c'est dommage. C'est un film qui a de vrais problèmes scénaristiques, c'est vraiment embêtant. C'est un film qui est totalement déprécié également par son super méchant, très mal interprété par Paul Dano, ça fait vraiment de la peine à regarder, c'est assez terrible à ce niveau-là et assez désastreux. C'est vraiment dommage, un film beaucoup trop long, un film qui a également une belle photographie, mais peut-être un travail du réalisme qui est un peu trop acharné, si l'on veut, puisque nous en atteignons certains passages comiques. Par exemple, faire caler la Batmobile, ce n'était peut-être pas la plus grande des idées. C'est un film qui essaie d'avancer sur un rythme assez lent, sur un film qui voudrait être assez atmosphérique, si l'on veut, mais c'est un film quand même qui traîne un petit peu trop,
et qui devrait être beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. En 60e position, Joyeuse Retraite 2. J'ai vraiment plus apprécié le premier opus, mais celui-ci quand même m'a plutôt amusé, puisque c'est un film qui repose sur l'attache au personnage, que j'avais déjà fortement avec le premier opus. C'est un film qui a également des idées de mise en scène en termes de ralenti, et ça m'a vraiment plu, j'avoue. C'est un film un peu qui se répète, qui tourne un petit peu en rond malheureusement, c'est dommage. En 59e position, Muy y Buita, Mon Amour. J'ai peut-être complètement écorché le titre, mais c'est le premier film réalisé par Noémie Merlan, et à l'image de ce que j'ai dit pour Irréductible avec Jérôme Commandeur, j'en attends beaucoup plus, elle est capable de bien mieux. Et ça arrivera probablement bientôt, puisque le prochain film réalisé par Noémie Merlan ne devrait tarder à arriver dans nos chères salles de cinéma. En 58e position, Adieu Paris, un film vraiment fort sur l'amitié. C'est vraiment dommage qu'à certains moments du film, je n'arrive pas très bien à comprendre, à cause de soucis assez incompréhensibles de son, à comprendre les dialogues, donc c'est un peu handicapant. C'est vraiment dommage parce que sinon je pense qu'on tenait un très bon film. En 57e position, Permis de construire, un film dans la droite lignée de la trilogie du Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En 56e position, Le Parfum Vert, un bon film avec un duo Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste qui nous amuse, qui nous transcende totalement. Un film qui est également porté par une atmosphère Tintin, Hitchcock. Malheureusement, l'enjeu du film est sûrement son plus gros défaut, c'est vraiment dommage. En 55e position, Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je suis pas du tout dans le rythme. J'aime beaucoup Le Petit Nicolas, que ce soit les livres, que ce soit la série animée, que ce soit les films. Le film est davantage un hommage qu'un film, justement. Et même si nous avons des idées d'animation, nous avons des aventures qui nous sont retracées, nous avons du très bon doublage par ailleurs, nous avons également de la nostalgie, de l'émotion, j'ai quand même le sentiment que le film n'arrive pas au bon moment. C'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on a fait le tour avec Le Petit Nicolas et que le film arrive, mais à un instant, à un moment un peu anachronique pour être vraiment optimal et fonctionner totalement sur moi. En 54e position, Les Bad Guys, un film très drôle, très bien mis en scène, mais qui souffre d'un dernier acte qui manque profondément d'originalité. C'est dommage. En 53e position, Les Meilleurs. Le film brille pour certains moments d'une beauté cinématographique, esthétique, qui est absolument incroyable. Humainement parlant, j'avoue qu'à certains moments j'ai pris une claque. C'est dommage que l'ensemble du film ne m'ait pas totalement convaincu et marqué plus que cela. Mais certaines scènes fortes sont vraiment formidables et l'emportent. En 52e position, Arthur Malédiction. Je ne comprends pas vraiment la détestation ultime qui concerne ce film, que j'ai trouvé vraiment réussi. Un film d'horreur solide, je ne suis pas le plus grand des connaisseurs de ce genre, mais moi j'ai eu peur, donc à partir de là, ça m'a plu, forcément. J'aurais bien aimé une suite, mais nous ne l'aurons évidemment jamais. En 51e position, Crypto. Crypto, c'est vraiment rafraîchissant parce que c'est un film qui est vraiment classique si l'on veut, mais c'est un film drôle, amusant, pétillant. C'est un film également qui me donne envie toujours, bien sûr, de croire en DC. C'est un film qui est cohérent également. C'est un film dans lequel vous n'êtes pas en train de vous demander dans quel univers nous nous trouvons. Et donc, si on arrive à proposer de tels films d'animation, pourquoi ne pas persévérer dans cette voie? J'adore l'animation, j'adore DC. Mais lancez-vous, arrêtez avec votre 10 millième tentative d'univers étendu qui ne prend pas. Allez, au boulot! En 50e position, Bullet Train. Bullet Train, c'est un film que j'aurais placé beaucoup plus haut dans mon classement sans sa première partie, première demi-heure d'introduction qui est assez laborieuse. J'ai eu très peur, mais ensuite le film monte en puissance. C'est une vraie comédie d'action jubilatoire. En 49e position, Un autre monde, un film qui nous délivre une dénonciation du monde des entreprises avec le patronat. Alors certes, cette dénonciation peut nous paraître un peu balisée, classique, pour ne pas dire un petit peu nigaude sur les bords, tellement ça nous paraît évident, mais c'est amené avec un tel brio que j'ai vraiment apprécié ce film, même si il développe un certain nombre de partis pris, certains m'ayant plus plu que d'autres. En 48e position, en même temps,
Ça va être très facile de formuler le fait que j'apprécie le film, mais aussi qu'il peut un peu me résister. C'est un film idéal, que vous soyez de gauche ou non, mais si vous voulez vraiment avoir la vision claire, nette et précise, bien assumée, d'auteurs qui ici en l'occurrence sont de gauche. C'est un défaut si vous cherchez aussi une comédie qui soit fonctionnelle constamment. En 47e position, La vraie famille. C'est un film qui est assez déchirant familialement parlant, certes, mais c'est surtout un film qui est peut-être un peu trop porté par l'actrice qui joue d'ailleurs dans En Thérapie, il faut voir En Thérapie absolument, à savoir Mélanie Thierry. Elle assure évidemment complètement. Peut-être que le film se repose un peu trop sur elle, à l'image de ce que j'ai pu dire précédemment avec À l'ombre des filles pour Alex Lutz. En 46e position, Maison de retraite. C'est un film qui m'a fait du bien, c'est un feel-good si l'on veut, puisque c'est quand même un film intergénérationnel qui est assez utopique, mais c'est beau d'y croire et c'est beau d'espérer et c'est beau de rêver, donc j'ai envie de placer ce film ici. Ensuite, en 45e position, La Nuit du 12. La Nuit du 12, c'est un film qui a tout raflé au César. Bon, un petit peu trop de récompenses à mon goût, même si en partie c'est mérité. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé original, notamment le positionnement d'un film policier à l'égard de la question des femmes. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai également apprécié le fait que le film cherche à prendre des risques, ça c'est sûr. Des risques qui parfois sont quand même un peu trop démesurés, j'ai envie de dire. Certains ça peut passer, d'autres un peu moins. En 44e position, Le 6e enfant. Je n'ai pas été totalement conquis par la progression scénaristique du métrage, mais les acteurs et les situations du film sont assez viscérales et on est vraiment pris dans le film, donc après tout c'est bien là l'essentiel. En 44e position, je l'ai déjà dit, en 43e position, Glass Onion à couteau tiré 2. J'ai bien apprécié ce film, pour autant c'est une déception parce que j'avais considérablement plus apprécié À couteau tiré 1, un grand film pour moi. Rian Johnson, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que c'est une personne qui refuse de maintenir son spectateur dans une zone de confort. Il a clairement compris que quand vous regardez ce film, la zone de confort pour tout le monde, c'est À couteau tiré 1. Donc il va clairement te balancer un acte 1 qui n'a rien à voir avec À couteau tiré 1. Comme ça, il va essayer de te décontenancer totalement. Et c'est vrai que j'ai été un peu perdu. Ça m'a pas forcément beaucoup plu cet acte 1, mais ensuite arrive l'acte 2, qui pour moi est très solide, très très réussi, peut-être quasiment au niveau de l'entièreté d'À couteau tiré 1, et là je me suis dit, le film ne sera pas autant réussi que son prédécesseur, mais il va au moins monter en puissance. Malheureusement, avec l'acte 3, il y a certes certaines idées géniales de la part de Rian Johnson, malheureusement le troisième acte se solde par un discours anti-riche complètement ras les pâquerettes. Il ne suffit pas de jeter un vase par terre pour dire « Oh, les riches, ça suffit » et avoir un propos qui est si intelligent que cela. Donc j'ai vraiment eu du mal avec la fin du film, qui pour moi est beaucoup trop longue dans son dénouement, et qui m'a vraiment pas convaincu. Mais bon, ça reste un bon film, mais forcément avec la comparaison du premier, bah on n'y est pas, hein, clairement on n'y est pas. En 42e position, L'origine du mal. C'est un film qui est très bien composé, très bien mis en scène, avec des performances d'acteurs, on est surpris par moments. Le problème du film, à mes yeux, c'est peut-être qu'il part un petit peu trop dans tous les sens par moments, mais c'est quand même un film qui pour moi est réussi à peu près dans tous les aspects d'un film de cinéma, donc c'est quand même vraiment une bonne note à souligner. En 41e position, She Said, sans égaler Scandale, qui était mon film préféré de l'année 2020, ce film nous livre une démarche, je dirais, réaliste et informative que j'ai vraiment trouvé très 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 judicieuse. Vraiment, c'est un film qui m'a vraiment vraiment plu. Ensuite, nous rentrons désormais dans les très bons films de 2022, selon moi, donc c'est parti. En 40e position, L'âge de glace 6, les aventures de Buck la belote. Il faut savoir que j'aime beaucoup le personnage de Buck, donc même si le film n'a pas été très apprécié, et que le film, en effet, et ça je le confesse totalement, et pour moi ce n'est pas du tout un bon point du film, c'est même son grand défaut, l'animation n'est pas du tout au niveau des animations que l'on a pu avoir dans les autres films L'âge de glace, ça c'est un vrai problème, mais en termes de comédie, il faut savoir que moi j'adhère totalement
au délire de Buck. Donc j'ai été complètement conquis, dès lors qu'il y a une vanne, moi j'étais dedans, je marchais, donc forcément j'ai vraiment apprécié ce film qui donc pour moi n'est pas du tout le canard boiteux de cette saga qui pour moi nous a fourni 6 très bons films. En 39e position, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3? C'est un film que j'ai moins apprécié que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, premier du nom, mais c'est un film quand même qui m'a à nouveau beaucoup plu. Je trouve le film à nouveau charmant comme les précédents. J'aime beaucoup Christian Clavier, sur qui quasiment tout repose, on ne va pas se le cacher non plus. C'est un film malheureusement qui a quand même un peu trop de faux raccords, c'est un petit peu abusé mine de rien, mais c'est un film qui pour moi certes est très bon, mais qui pour moi ne doit plus engendrer la moindre suite, parce que j'ai l'impression que ce film siphonne toutes les dernières idées que nous pourrions avoir, idées judicieuses, dans cet univers et avec ses personnages. En 38e position, Kung Fu Zora. Alors certes, ce n'est pas le film de l'année, mais c'est un film très bien interprété, très bien chorégraphié, c'est un film qui fait quand même froid dans le dos. En 37e position, Le Nouveau Jouet. Quelle fut ma surprise d'apprécier ce remake du Jouet! Vraiment, c'est un film qui ne m'a pas plu seulement pour quelques scènes qui cherchent vraiment à faire du copier-coller avec l'original de Francis Weber avec Monsieur Pierre Richard, mais dès lors que nous racontons certes à peu près la même histoire, mais avec des traitements de personnages qui sont complètement différents, avec une relecture beaucoup plus contemporaine également, et avec des ajouts, eh bien c'est un film en définitive, très inventif et vraiment, mais très attachant et assez bouleversant en un sens. Vraiment, c'est une belle surprise de cette année. Vraiment, vraiment, vraiment. En 36e position, Ambulance. J'ai totalement été embarqué par ce film qui, certes, est long en termes de durée, mais devant lequel je n'ai pas vu du tout le temps passer. C'est un film vraiment complètement décérébré et je me suis presque surpris moi-même à l'apprécier. C'est un film qui n'est pas aussi bête qu'il en a l'air sous certains aspects, puisqu'il y a quand même certes un prétexte familial pour amener un petit peu d'émotion, mais ça fonctionne plutôt bien, fonctionnellement parlant. C'est également un film qui quand même à quelques gimmicks de réalisation qui m'ont un petit peu énervé et qui pour moi pénalisent un petit peu ce film, mais vraiment j'ai apprécié ce métrage. Nous passons ensuite en 35e position, Mon héroïne. Mon héroïne, j'aime vraiment beaucoup cette démarche assez intelligente parce que nous avons un équilibre qui est bien trouvé entre le réalisme de situations qui peuvent nous arriver donc dans la vraie vie, mais également l'idylle, le rêve d'enfant de vouloir devenir par exemple ici réalisatrice, et là j'ai trouvé le film vraiment tendre et vraiment bien interprété, donc c'est un film que je voulais intégrer dans mon top 35 des films de cette année. En 34e position, Enola Holmes 2. À l'image de son prédécesseur, c'est un film que j'ai apprécié, même si je prends beaucoup mon pied devant le film au moment où je le vois, j'ai tendance un petit peu à oublier pas mal de passages du film avec du recul, donc je ne peux aisément placer ce film plus haut, même si vous l'avez compris, il m'a quand même largement enchanté pour se retrouver ici. En 33e position, Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile. À l'image de son prédécesseur, c'est un film avec Pierre Richard notamment, qui est assez admirable pour mettre en avant des personnes âgées, c'est très très important à mon sens, et surtout c'est très bien réussi, notamment nous avons, c'est pour moi le moment pivot de chacun de ces deux films, un moment de dénonciation, un moment d'une subtilité dont on ne pouvait pas soupçonner l'existence, et ça c'est vraiment régalant, c'est une dynamique qui est reprise clairement du prédécesseur, mais tout aussi surprenante ici. J'ai été réjoui. Le seul réel problème majeur du film pour moi, c'est que si vous n'avez pas trop en tête le premier opus, vous allez être un petit peu largué au début du second. Nous enchaînons ensuite en 32e position, Falcon Lake, le premier film réalisé par Charlotte Lebon. C'est un film vraiment que j'ai apprécié, c'est un film qui tient en haleine, c'est un film qui émerveille, je vérifie ma feuille en même temps pour voir si je n'ai pas procédé à une interversion, mais pas du tout. C'est un film qui inquiète, c'est bon, c'est un film pour autant qui retombe un peu comme un soufflet sur sa fin. En 31e position, Notre-Dame brûle, une expérience de mise en scène
scène assez exceptionnelle, c'est un film qui nous propose une reconstitution assez enrichissante. J'aime plutôt bien, pas forcément à chaque fois, mais j'aime plutôt bien la plupart du temps, la manière de lier les parties du film cinématographique avec les vidéos d'archives. Nous avons ensuite en 30e position Downton Abbey 2, à savoir Une nouvelle ère. C'est un film qui est à la fois drôle, c'est un film qui est aussi très émouvant, et c'est un film par ailleurs qui, au-delà de bizarreries scénaristiques et d'un manque concret d'antagonistes, parvient vraiment à nous toucher droit au cœur. En 29e position, les vedettes, un vrai pamphlet du monde de la télévision, que ce soit le personnel, les présentateurs, mais aussi les participants aux jeux télévisés et le public de manière donc générale. C'est un film qui évidemment nous a tous prodigieusement marqués pour le clip musical Simplement d'Anne, qui est vraiment l'un des moments les plus magistraux que j'ai vus en 2022 au cinéma. Vraiment, c'était régalant. En 28e position, Scream 5. Scream 5, c'est clairement la suite à Scream que je préfère amplement parce que c'est un film qui arrive à lier le conservatisme, le charme et les gimmicks, la tradition de tous les films Scream, mais qui arrive aussi à apporter du renouveau, une manière aussi donc de nous surprendre en tant que spectateur. Il y a cette volonté d'étirer fortement, volontairement, la tension dramatique. Ça fonctionne, même si j'ai pas vraiment beaucoup apprécié le troisième acte qui pour moi est le défaut du film. Vraiment, c'est un film que j'aurai plaisir à revoir prochainement quand je me le serai procuré en DVD. En 27e position, Ouistreham, un film tiré d'une enquête réellement réalisée sur des femmes de ménage. C'est un film qui nous montre toutes les contraintes, la difficulté à la fois physique et psychologique de ce métier. Nous avons une actrice pour ce film, mais dans la vraie vie, femme de ménage, Hélène Lambert, qui déchire. J'ai hâte de la revoir dans un autre film, parce que même si Juliette Binoche joue très bien, elle est presque totalement effacée par cette actrice absolument incroyable. En 26e position, En attendant Bojangles, un film viscéral, magnétique, à la fois dur et enivrant, avec un duo Virginie Efira, Romain Duris, savoureux. Le film, malheureusement, est un peu trop long, mais il est très émouvant également sur sa fin avec Grégory Gadebois, entre autres. En 25e position, Revoir Paris. Alice Vinocourt nous revient après son excellent Proxima, et de nouveau un très bon film. C'est un film étonnamment pudique, qui opère totalement avec son cœur gravitationnel, avec Virginie Efira, également avec Benoît Magimel. C'est un film très bien interprété, très bien mis en scène. J'ai moins adhéré à une sous-intrigue qui m'a semblé quand même un peu plus faible que le reste du très bon film. En 24e position, Nope, et en 23e position, Black Panther, Wakanda Forever, deux films qui sont vraiment admirables pour leur ambition de départ, qui malheureusement est tellement vertigineuse, chacun à sa manière, que le dernier acte pâtit de cette démesure, et malheureusement le dernier acte, sans être raté forcément complètement à chaque fois, mais rentre un petit peu dans le rang et donc reprend les rails un petit peu traditionnels du genre auquel chacun de ces deux films est affilié. En 22e position, incroyable mais vrai, Quentin Dupieux a tout compris au cinéma. Il faut savoir rendre impatient le spectateur et il s'amuse énormément à jouer à ce petit jeu-là, notamment avec deux concepts, l'un totalement dramatique et l'autre totalement comique, mais ces deux concepts critiquant de manière assez acerbe la société. En 21e position, Adieu Monsieur Hoffman. Des décors minimalistes, mais une histoire humaine intimiste. Un film qui est vraiment très bien scénarisé et qui m'a montré à quel point, avec ce rôle très dur que campe Gilles Lelouch, que cet acteur est capable d'absolument tout jouer. Bravo, monsieur! Mention spéciale à Daniel Auteuil et à Sarah Giraudot. En 20e position, nous entrons dans le top 20. En 20e position, j'appelle donc la Palme d'Or de l'année dernière. Comment elle s'appelle déjà ?
Sans filtre, bien sûr, sans filtre. Ce qui m'épate vraiment avec Sans filtre, c'est que c'est un film vraiment réflectif. Ça m'a mené à une série de réflexions sur l'argent, sur les riches, sur les pauvres, sur la classe dirigeante, sur le patriarcat, sur le matriarcat. C'est vraiment un film absolument prodigieux en termes de thématique. Je pourrais en parler pendant des heures et développer à quel point je le trouve brillant. Je ne vais pas me livrer à cet exercice, mais c'est vraiment un film vraiment que je vous conseille de regarder. Je ne voulais pas aller le voir au cinéma, parce que la bande-annonce ne me donnait absolument pas envie de le voir. J'ai bien fait de me laisser tenter sur un coup de tête. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, ça mérite amplement la Palme d'Or, et ça aurait amplement mérité des prix bien plus que la plupart des films qui ont été nommés pour les Oscars 2023, hein. Attention, on voit pas du tout qui est visé. Avatar, Tar, et encore Everything Everywhere All At Once. On continue. En 19e position, Rumba la vie, le deuxième film réalisé par Franck Dubosc. Décidément, il a vraiment son identité, il a vraiment sa patte en termes de scénario. J'ai réussi à dresser quelques liens, quelques points communs avec son premier film réalisé, à savoir Tout le monde debout. C'est un film vraiment qui lui tient à cœur, ça se sent. C'est un film qui est drôle, aussi attendrissant, et c'est un film, mine de rien, qui est beaucoup plus mature que ce qui le paraît. Et ça, j'aime bien. En 18e position, nous entrons désormais dans les grands coups de cœur de cette année 2022. Le Torrent, malgré des facilités, c'est un film poignant avec un extraordinaire André Dussolier, très touchant. Nous avons également la pépite, la révélation, Capucine Valmarie, qu'il faudra suivre pour les années futures. Vraiment, elle a beaucoup de talent. Et nous avons quand même une progression scénaristique qui est brillante, vraiment brillante, et qui m'a profondément touché. C'est vraiment réussi. En 17e position, encore Marion Barbeau, Denis Podalides, Pio Marmaille, j'en passe, François Civil bien sûr, sont absolument brillants dans ce film captivant et solaire de Cédric Klapisch. Dommage que Muriel Robin est un personnage qui zigouille complètement lorsqu'on la voit. La subtilité du reste du film, c'est absolument terrible d'avoir un personnage qui vient alourdir comme ça le film, qui est pourtant brillant. Si on l'enlève, et si on l'enlève, le film est peut-être même dans le top 10. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce personnage de Muriel Robin? En 16e position, L'année du requin. C'est un film qui visiblement n'a pas vraiment trouvé son public. J'ai beaucoup apprécié son travail sur les différents genres cinématographiques, puisque finalement c'est un film qu'on ne peut pas vraiment cataloguer. Ça j'aime bien. C'est un film qui m'a beaucoup plus plu que Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Pour moi, on a vraiment le jour et la nuit. Je ne suis pas très adepte, souvent d'ailleurs, des films les plus appréciés de Monsieur Steven Spielberg, qui n'est pas indétrônable. En 15e position, Zai 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 Zai. Zai 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 Zai. C'est un film condensé, balance comme ça, de l'absurde à la figure. J'ai été totalement captivé, j'étais totalement réceptif à ces traits d'humour qui sont vraiment très drôles, très bien sentis, très bien pensés. C'est un film court, mais que j'aurais encore un petit peu plus élagué pour ma part, pour être encore plus attentif à certaines scènes, parce que de ce fait, par moment, le rythme peut légèrement, je tatillonne au point où on en est maintenant dans le classement, le rythme parfois peut légèrement me poser des petits problèmes. Mais là vraiment, sortez le caviar, parce que franchement, on est sur des petits problèmes. Tout petit. Qu'est-ce qui m'arrive? On continue. En 14e position, Fumer fait tousser. Un film qui, à nouveau, révèle tout le génie de Quentin Dupieux, bien sûr. C'est un film qui est excellemment drôle, c'est un film dont la fin peut décontenancer sur le coup, mais qui est en réalité la bonne solution. Et je remercie la personne qui m'a montré à quel point le film était beaucoup plus profond qu'il en avait l'air. Merci, parce que si le film ne me convainc pas non plus forcément toujours en termes de rythme, en termes de thématique, il y a un vrai socle solide derrière, et je remercie donc cette personne qui saura se reconnaître. Nous entrons désormais dans le top 13, et je tiens à préciser que j'aurais bien aimé mettre ces 13 films dans mon top 10, mais que 13 n'étant pas égal à 10, il a fallu faire des choix. Décidément ça n'a plus du tout, mais on entre dans le top 13.
ça va plus du tout, là, ça y est, le cerveau a été débranché, pouh. Il est vraiment temps que ça se termine, cette vidéo. En 13e position, un film qui va me permettre de me reconcentrer, puisque c'est un film très sérieux, Annie Colère, un film avec Laure Calamy, avec India Air. Je salue d'ailleurs India Air, qui souvent, on l'oublie un petit peu dans les films, mais elle est souvent dans des très bons films, et elle joue en plus très bien. C'est un film qui m'a rappelé l'événement lors des moments d'avortement clandestin qui sont vraiment douloureux à regarder au cinéma. C'est un film qui arrive à être à la fois drôle par moments, mais également sociétalement parlant extrêmement fort et également nuancé. Non, c'est vraiment un film plus que coup de cœur, à un stade où nous en sommes désormais dans ce classement. En 12e position, Compétition officielle. C'est vraiment un film espagnol que je vous recommande de regarder. C'est un film vraiment qui me semble en termes d'idéologie, de thématique absolument brillant, c'est-à-dire que vraiment moi je m'y reconnais absolument. J'aime beaucoup la satire ici du cinéma qui nous est proposée. Vraiment je suis en accord total avec ce film et c'est un film drôle, mais qui n'est pas seulement drôle, mais je ne peux aisément en dire plus. En 11e position, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. C'est vraiment du Sam Raimi pur jus en termes de personnage parce que vraiment ça nous rappelle Spider-Man 2. Un super-héros qui veut tout simplement avoir une vie avec des objectifs qui sont des objectifs de personnes normales, du commun des mortels comme vous et moi. Et à partir de là, c'est vraiment bien. Nous avons aussi un antagoniste extrêmement réussi. Nous avons des visuels, de la mise en scène, des décors pharaoniques, faramineux, extraordinaires. J'ai juste, c'est ce qui m'empêche de placer ce film dans mon top 10, quelques réserves en termes de scénario, d'écriture plus exactement. Et il y a un moment, moi, où mon cerveau commence un peu à bloquer, à saturer. Je pense qu'on a tous une limite intellectuelle. Et à un moment donné, le principe d'incursion qui vous stipule que nous allons passer de l'univers A à l'univers B en passant par l'univers C. Mais sinon, ça va. C'est quelques minutes comme ça dans le film qui sont un peu bizarres et il faut un peu les supporter. Mais en dehors de ces petits passages compliqués pour mon petit cerveau, j'ai vraiment adoré évidemment ce film. Et maintenant, place au top 10, c'est parti. Je vais boire une gorgée d'eau et on se lance. Coucou l'eau. En 10e position, Chronique d'une liaison passagère. Le film d'Emmanuel Mouret m'a beaucoup plu. C'est un film à la fois tendre, drôle, mais également cruel d'une certaine manière sur la question des sentiments qui prédomine toujours dans le cinéma de Monsieur Emmanuel Mouret. C'est toujours l'amour qui va triompher et parfois ça peut faire mal. Nous avons clairement ici un duo d'acteurs principaux qui est détonnant. Nous avons Sandrine Kiberlin d'un côté, la libérée clairement, et nous avons de l'autre côté Vincent Macaigne, le coincé du village, mais nous avons les opposés qui se rencontrent, donc forcément on atteint un niveau de drôlerie. Le fait d'avoir deux personnages aussi opposés, ça permet également d'en avoir un auquel on va s'identifier et l'autre qui va plutôt nous fasciner, par sa différence justement. C'est un film également brillamment mis en scène et certains dialogues, mais sont typiquement savoureux. On est presque un petit peu choqué quand l'écriture ou certains choix de scènes qui sont un peu moins ambitieux ou un peu moins surprenants débarquent parce qu'ils dénotent avec la plupart des moments du film qui sont quand même largement exceptionnels. Franchement, c'est un film à voir. En 9e position, Simone, le voyage du siècle. Simone, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Tout d'abord, cinématographiquement parlant, il est extrêmement ambitieux. C'est un film biopic qui n'est pas dans une démarche chronologique, qui pourra être beaucoup trop factuelle, beaucoup trop froide. Non, il est dans une logique, au contraire, totalement thématique. Et de ce fait, c'est un film qui est beaucoup plus réfléchi, qui certes peut avoir quelques écueils justement de cette démarche par moments, comme la chronologie est chamboulée, on peut certes confondre un peu les personnages selon les acteurs qui les campent, mais ça reste évidemment un détail. Si nous sommes surpris sur la forme, nous avons aussi un maquillage qui est quand même assez déconcertant, qui contribue clairement à l'incarnation concernant Elsa Zilberstein du personnage ici, Simone Veil. Vraiment, elle joue en plus excellemment bien, c'est vraiment presque le rôle de sa vie, j'ai envie de dire. Rebecca Marder en Simone Veil jeune est également prodigieuse, bien sûr. C'est un film qui, par ailleurs, sur le fond, est absolument puissant et nécessaire.
Je rappelle quand même qu'il y a toujours un devoir de mémoire à accomplir, notamment ici nous le voyons avec Auschwitz. Dans cette logique qui est thématique et non chronologique, nous partons également de l'IVG, et ce n'est pas un choix complètement anodin. C'est-à-dire que l'IVG, on aurait tendance à vouloir résumer Simone Veil à chaque fois à l'IVG. Alors l'IVG c'est extrêmement important, j'ai même envie de dire que quand on voit ce qu'il se passe aux États-Unis, on a même envie de dire que rien n'est acquis et qu'il faut vraiment se méfier et être attentif. Certes, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des problèmes, malheureusement, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont souvent un peu plus effacés, qui sont ici remémorés. C'est un film donc important, évidemment, et j'ai envie de finir en rappelant, avec ce film bouleversant à voir et à revoir, d'ailleurs, j'ai entendu souvent que ce film en faisait trop, on n'en fait jamais trop sur des sujets pareils, on n'en fait jamais trop. C'est clairement un film d'une leçon de vie, plus qu'une leçon de politique, et je rappelle à nouveau, et je vous laisserai là-dessus pour ce film, le passé avec ce que nous explique Simone et le présent avec ce film engage l'avenir. Et vous savez pourquoi j'adore proposer un classement général complet? C'est qu'on peut passer là d'un film qui est quand même vraiment dur à un film d'une légèreté déconcertante. C'est ça que j'aime beaucoup avec le cinéma d'ailleurs. En 8e position, Coupé. Coupé, c'est un remake proposé par Michel Hazanavicius d'un film sorti en France en 2019 qui s'intitulait Ne coupez pas. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire, si vous n'avez pas vu le film, vraiment regardez-le et ne vous arrêtez pas aux premières dizaines de minutes qui pourraient vous sembler un petit peu étranges, c'est tout à fait normal, non, 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 ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un foirage intersidéral, bien au contraire, c'est un très bon film. Si l'original était très réussi, bien sûr, mais qu'il faisait un peu peur et questionnait, ce film-ci a beau raconter la même histoire, il est dans une veine totalement comique. De ce fait, ce changement de ton me permet de trouver le film totalement revigorant. C'est vraiment un film que j'ai adoré. C'est un film qui, au-delà des performances d'acteurs, de la réussite technique de ce métrage, clairement, c'est un film qui vous donne envie de faire du cinéma. Donc moi, à partir de là, quand je ressors d'un film avec une telle envie de revoir le métrage et d'avoir envie de m'intéresser au cinéma, voire même d'en faire à mon humble niveau, c'est que nous avons clairement rempli le contrat. Merci Michel Hazanavicius, vous êtes un grand seigneur. En 7e position, Pacifiction et non pacification, comme je l'ai dit au guichet lors de ma séance de cinéma. Je me suis fait chambrer, mais en même temps il y a un jeu de mots que je n'avais certes pas saisi. Sur le coup, il fallait voir le film pour comprendre. C'est un film qui m'a bouleversé pour une raison très simple. Cette raison, elle s'appelle Benoît Magimel. Ça va être compliqué d'en parler parce que c'est un acteur, moi, qui me chamboule, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. C'est mon acteur préféré du moment, c'est-à-dire que entre ce qu'il nous a délivré de son vivant, j'ai du mal à parler, avec le film là, qui était clairement mon film de 2021, et ce film-là, cette performance qu'il délivre, je suis juste en fait en extase et en admiration, mais profonde, et avec une admiration qui est difficile à exprimer, mais qui est en fait inégalable. C'est-à-dire que je suis pas le plus grand des adeptes des récompenses, mais quand je le vois gagner 2 fois d'affilée le César du meilleur acteur, je suis rarement d'accord avec l'Académie des Césars. Là, pour le coup, je me dis oui, parce que c'est d'une logique implacable. Le gars, il est à 100% ainsi, il est imbattable en fait. Alors, on n'est pas là à jouer la compétition, mais pour vous montrer à quel point finalement moi je le place sur un piédestal, parce qu'au stade où on en est, c'est pas possible de faire autrement. Et là j'ai l'impression qu'on atteint la quintessence de ce qu'il peut nous proposer, et je suis en extase. Le gars ici, il joue un homme politique qui doit baratiner. C'est donc un personnage qui doit parler en mentant. C'est donc un personnage qui dit le faux. Comment expliquez-vous que je sois fasciné par un acteur qui incarne à ce point, avec une perfection, avec une vérité, un personnage qui pourtant prêche à ce point le si faux? C'est ça qui m'a épaté avec ce film. Tu sens que le gars, il incarne le personnage, mais en fait il l'incarne, mais à un degré tel que j'ai jamais vu ça auparavant, mais vraiment jamais. Donc moi j'ai été fasciné par ce film, rien que pour lui, j'ai presque envie de dire, alors que c'est un peu terrible ce que je raconte, parce que pourtant Albert Serra, il nous propose une superbe mise en scène, bien sûr, il n'y a pas que Benoît Magimel dans ce film, mais moi je n'ai des yeux que pour lui, clairement. Je ricanais devant le film, nerveusement me disant « c'est pas possible de jouer si bien ». Franchement, c'est incroyable.
Je ne place pas ce film plus haut, même s'il est déjà très haut, parce que j'ai beaucoup apprécié les 2 premières heures du film. La 3e heure m'a beaucoup moins plu, je trouve le film trop long. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le voir, absolument. Si vous aimez en plus Benoît Magimel, foncez, foncez tête baissée, franchement, c'est formidable. En 6e position, Le Chapeauté 2. Que ce fut une belle surprise cette année 2022, et pas seulement pour moi visiblement, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, qui fait suite à un premier opus, qui était somme toute sympathique, mais guère plus. Ici, nous avons clairement un film extrêmement mature. Le point de départ, c'est que le chapeauté disposait de plusieurs vies, ce qui expliquait son assurance et son arrogance quand il affrontait les plus grands périls dans la saga Shrek. Désormais, il en est réduit à sa dernière vie, et forcément, le personnage principal en est donc réduit à la condition du spectateur. De ce fait, nous, en tant que spectateurs, nous prenons un bon coup au moral. Le film nous rappelle gentiment « Vous êtes des mortels, réfléchissez sur votre vie et sur votre mort ». Et on vous laisse avec ça. Donc c'est un film d'animation, mais nous avons à nouveau la preuve qu'un film d'animation, eh bien ce n'est pas forcément destiné exclusivement aux enfants. Ici pour moi c'est même un film qui, à mon avis, a davantage vocation à davantage plaire aux adultes, aux personnes un minimum mûres, parce que c'est vraiment un film avec une certaine profondeur thématique, même si il n'en oublie pas d'être drôle par moments, ça c'est sûr, mais honnêtement, ce n'est pas du tout les éléments comiques que je retiens le plus de ce métrage. Par ailleurs, une véritable gifle visuelle avec une mise en scène d'une maestria assez redoutable, comparable à celle dont le film ici Le Chapeauté s'inspire, à savoir celle de New Generation, le Spider-Man animé de 2018. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu, alors même que j'avais des réticences initiales avec ce métrage. Au début, je trouvais qu'il y avait trop d'antagonistes potentiellement pour la suite du métrage, ça pouvait être encombrant, et que le chien qui accompagne par la suite le chapeauté dans sa quête semblait assez encombrant, à l'image d'un Jar Jar Binks. Mais il n'en a rien été, le film a su largement surmonter mes petites réticences et craintes initiales. C'est vraiment un film fabuleux, que j'ai eu plaisir à revoir et que je reverrai encore à l'avenir. Nous entrons désormais dans le top 5, en 5e position, L'Innocent. L'Innocent, c'est un film réalisé par Louis Garrel, qu'il co-scénarise également. C'est un film qui m'a plu vraiment sur toute la ligne. C'est un métrage déjà qui est brillamment réalisé. C'est un film extrêmement léché, soigné, également en termes de transition, des transitions qui me rappellent des techniques que nous pouvons retrouver dans des films d'animation. Donc ça m'a particulièrement plu, mais c'est un film également très précis, très millimétré concernant l'écriture des personnages qui sont campés par des interprètes absolument démentiels. Nous avons ici Louis Garrel, nous avons Roche Dizem, nous avons Anouk Grimbert, et alors la surprise du chef, Noémie Merlan, qui joue vraiment divinement dans une comédie, alors qu'elle est plutôt dans des films dramatiques d'ordinaire. Elle joue un petit peu à la manière de Louise Coldefoy, et c'est très particulier parce qu'elle n'a pas du tout le même jeu à la base que cette actrice que je cite. Donc c'est assez incroyable, c'est une actrice ici qui a cabotiné à fond les ballons, tu sens que tout le monde a pris plaisir sur ce film, qui arrive à joindre une osmose de différents genres cinématographiques, c'est assez hallucinant. Moi vraiment je tire mon chapeau, c'est un film que j'ai plaisir à revoir, et surtout un film à décortiquer également, thématiquement parlant, certes, sur les différentes tonalités que le film nous propose, d'accord, mais c'est aussi un film très intéressant sur, pour moi, un élément important qui n'a pas été mentionné souvent dans les critiques concernant ce film, dans les éloges que nous avons pu retrouver sur ce film, c'est que c'est quand même un film qui semble, avec Louis Garrel ici, avoir intégré un progressisme qu'il véhicule un peu involontairement, j'ai l'impression, dans son film. C'est-à-dire qu'il y a une réelle inversion du stéréotype de genre masculin et féminin entre le personnage de Louis Garrel et le personnage de Noémie Merlan. Et en cela, ça m'a également beaucoup fasciné. C'est un film qui mérite amplement d'être dans mon top 5. Et pour continuer avec les films vivifiants, en 4e position, Thor 4, Love and Thunder. Un film que j'ai particulièrement apprécié du Marvel Cinematic Universe, un film signé Taika Waititi. Le type a clairement sa patte artistique, visuelle, scénaristique également dans les dialogues, clairement c'est du Taika Waititi. Et alors, ce que j'apprécie beaucoup avec ce film, c'est que nous avons, à l'image de Thor 3, un délire poussé vraiment à l'extrême, peut-être même encore un tout petit peu plus qu'avec Thor 3, c'est possible,
Mais pour autant, dès lors qu'il y a aussi des enjeux dramatiques qui sont posés, voire même des enjeux qui vont mener à de la tragédie, eh bien ça fonctionne également. Donc moi, à partir de là, je suis assez sidéré par cet équilibre qu'il parvient encore à trouver. Moi vraiment, je dis chapeau monsieur, bravo monsieur. J'avais beaucoup apprécié son Thor 3, j'avais beaucoup apprécié Jojo Rabbit, j'apprécie beaucoup ce Thor 4, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Vraiment, moi j'apprécie quand vous êtes capable, rien qu'en voyant quelques minutes d'un film, de dire c'est Taika Waititi. Le type, il a sa personnalité, elle est là bien présente à l'image, on aime ou on n'aime pas, moi j'adhère totalement, vraiment j'ai pris mon pied. Et désormais, place au podium, en 3e position, Tout le monde aime Jeanne, un film également à l'identité très marquée, un film réalisé par Céline Devaux qui nous concocte ici son premier long métrage. Et c'est vraiment très réussi, il faut absolument voir ce film. C'est un film qui est une comédie romantique. C'est le genre balisé à l'absolu et clairement la réalisatrice s'affranchit de fort belle manière de tous les carcans, de tous les poncifs et tous les stéréotypes que nous pourrions retrouver avec la comédie romantique. C'est assez fascinant. C'est un film qui, par ailleurs, d'un point de vue formel, est assez exceptionnel, puisque c'est un film qui parvient à lier de la prise de vue réelle et des dessins qui ont été composés par la réalisatrice, par ailleurs. Et ça, c'est assez formidable, parce que toute cette démarche formelle véhicule un fond qui est vraiment atypique, qui nous est présenté d'une manière assez forte et assez marquée, puisque c'est tout simplement la vision assez catastrophique d'un monde en proie à des difficultés monstrueuses et majeures, mais nous avons aussi toute une dose d'oxygène et de vie avec Blanche Gardin, avec également son acolyte, à savoir forcément, vous vous en doutez, c'est Laurent Lafitte, puisque nous avons aussi un film à quelques égards évidemment dépressif, mais à d'autres égards également assez solaire, et c'est vrai que c'est assez incroyable à ce niveau-là. C'est un film qui arrive à apporter une réelle fantaisie et à la fois un sens du catastrophique qui mérite évidemment d'être questionné en profondeur. C'est un film vraiment qu'il faut absolument voir, je me répète, mais c'est un film également qui, lorsque vous regardez sa fin, eh bien, vous êtes presque déçu que le métrage se termine, parce que, comme si nous étions tous un peu des voyeuristes en tant que spectateurs, nous voulons en voir plus, nous voulons suivre les personnages dans le reste de leur vie, mais c'est évidemment impossible. Donc bravo pour cet attachement qu'elle a su créer entre le spectateur et les personnages, c'est vraiment réussi. En 2e position, Une jeune fille qui va bien. Un film qui est la première réalisation de long métrage de Sandrine Kiberlin. Un film qui nous a permis de découvrir sur grand écran Rebecca Marder, et en cela il faut déjà remercier Sandrine Kiberlin pour cela. C'est un film dans lequel justement Rebecca Marder campe le premier personnage principal, à savoir une jeune juive dans une famille juive à Paris sous l'occupation. Et là nous tenons vraiment une démarche forte, c'est que nous avons un personnage qui est solaire, rayonnant, lumineux, qui veut vivre sa vie de la plus belle des manières, clairement, le carpe diem absolu, c'est-à-dire vivre le moment présent sans se préoccuper de ce qui va se passer dans la seconde qui va suivre. Elle est clairement dans cette ligne de conduite, dans cet état d'esprit. Mais comment cela peut-il coïncider avec le contexte historique beaucoup plus dramatique, sous-jacent, vous pouvez vous en douter. L'occupation est là, placée, tapis dans l'ombre, dans l'arrière-plan à chaque fois du film, et pour autant, nous en tant que spectateurs, nous captons les rayons de soleil énergiques de la part de Rebecca Marder. Un optimisme, et là nous sommes pris tout simplement dans le rêve, dans l'idylle, malgré toute l'horreur que nous pouvons deviner derrière, évidemment. C'est un film qui a vraiment une atmosphère également musicale, également visuelle, qui sont vraiment à souligner. Le travail du son, vraiment, pour moi, est particulièrement génialissime avec ce métrage. C'est un film, vraiment, qu'il faut voir de bout en bout, et clairement, le film propose une conclusion qui ne laissera pas indifférent, sans en dire plus. Moi, clairement, j'ai rarement été aussi marqué au cinéma par une telle fin. Franchement, sans en dire plus, il faut voir ce film. C'est quand même un film qui, pour moi, arrive à point nommé dans un contexte sanitaire récent que nous avons connu. Et pour moi, il n'est pas du tout fort de café de dresser une analogie entre l'occupation et le Covid, dans la mesure où
En conséquence, il y a évidemment des pertes humaines, mais dans la mesure, vraiment, si vous voulez, où il y a toute une réflexion, un rapport entre la psychologie des individus et le contexte immédiat auquel ils sont confrontés. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et désormais, il faut quand même parler du premier, du grand vainqueur, du lauréat de cette année 2022. Quel film succède donc à Shaun le Mouton 2 en 2019, Scandale en 2020 et De son vivant en 2021? C'est tout simplement le film, attention les yeux, super-héros malgré lui, sans grande difficulté puisqu'il s'agit donc pour moi clairement d'un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais vu une comédie aussi réussie, une comédie datant du 21e siècle, je tiens à le préciser. C'est un film que j'ai trouvé excellemment drôle de bout en bout, inspiré comme jamais, avec clairement l'idée d'une parodie super-héroïque. Pour autant, si vous n'avez jamais vu le moindre film de super-héros, eh bien, vous n'avez pas besoin des références pour comprendre le film et pour rire. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et ça fait la différence avec des troupes que j'aime bien, mais beaucoup moins que la bande à Fifi, comme Les Nuls, par exemple. Pour moi, ça fait toute la différence. C'est un film vraiment qui est condensé en 1h20, excellemment bien rythmé, très bien chorégraphié, très bien interprété également. C'est un film que je suis allé voir 6 fois au cinéma, que j'ai revu 4 fois en DVD, parce que je suis clairement addict avec ce film qui, moi, vraiment me donne des paillettes dans les yeux. Franchement, pour moi, c'est admirable le travail qui a été concocté ici. Je tiens quand même à préciser qu'à mes yeux, c'est un film que je qualifierais de fédérateur, et clairement, si vous voulez, moi j'ai cette envie de voir ce film et de le faire découvrir à plein de personnes de mon entourage. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Je ne suis pas allé revoir le film à chaque fois au cinéma 6 fois pour le voir tout seul, jamais, je ne l'ai jamais vu seul d'ailleurs ce film. J'ai eu plaisir à le faire découvrir à des personnes et à me taper des barres tout autant que la première fois, au bout de la 10e fois. Mais rendez-vous compte. Donc oui, c'est un film de cœur, c'est un film de chevet, c'est un film vraiment qui donne aussi envie d'écrire de manière amateur des comédies. Mais clairement, c'est un film hyper inspirant, hyper attachant. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté un sacré moment de cinéma. Il faut le voir absolument, vraiment. J'afficherai donc le poster de mon top 5 des films de 2022 derrière moi dans quelques jours, comme ça nous aurons une belle collection de tous les films qui sont mes films préférés des dernières années. Ça fait toujours plaisir à avoir derrière soi, même s'il n'y aura bientôt plus de place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me livrer vos films préférés, vos films qui vous ont le plus déçu également de l'année 2022, m'en recommander certains que vous avez vus de 2022 que je n'ai pas ici mentionné, parce que si je ne les ai pas mentionnés ici, c'est que tout simplement, vous l'avez compris, je ne les ai pas vus. Donc si vous pensez que j'ai vraiment raté une pépite, il faut absolument me la conseiller en commentaire, et il est probable que je la rattrape au cours de ces prochains mois, aux prochaines années. Allez, je vous dis donc au revoir, ciao, et à la prochaine!